Bon, le fait est que, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire que ce matin, donc, j'avais effectué il y a une semaine ou un peu plus, je ne sais plus, un petit sondage pour vous demander quel était le sujet que vous vouliez avoir sur un stream sérieux, c'est-à-dire en psychologie politique notamment, psychologie sociale, psychologie politique. L'idée étant, alors j'avais fait 3 propositions. J'ai pas le sondage là, mais vous avez sur Twitter. Je vous avais demandé si vous préférez qu'on parle d'autoritarisme de droite, ce qui est vraiment dans la thématique de la série sur les autoritaires que nous sommes en train de faire actuellement. Si vous préfériez qu'on parle de l'expérience de Milgram, ça aussi c'est une thématique qui nous tient à cœur parce que en ce moment, on lit des choses qui sont pas toujours fausses, mais très souvent bien déformées par rapport à des réinterprétations qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes par rapport aux expériences de Milgram, mais réinterprétations qui sont transformées parfois en le paradigme de Milgram, en gros, on met tout ça à la poubelle, et ça, non, pas du tout. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, donc je vais pas en parler. Mais en tout cas, l'idée c'était de parler de ça. On en parlera peut-être un jour. Et l'autre thème, ça a failli être celui-là d'ailleurs, parce que c'était assez serré avec l'autoritarisme de droite dans les résultats. C'était Lerner, c'est-à-dire la croyance en un monde juste. La croyance en un monde juste, qui est donc une théorie de psychologie sociale avec toute une série d'hypothèses, d'expérimentations, etc. Et qui avait l'air de vous intéresser aussi. Et je pense d'ailleurs qu'après ce petit passage sur l'autoritarisme de droite, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, donc aujourd'hui ça va être l'autoritarisme de droite, le RWA, d'Altmaier. Et je dis bonjour à tout le monde, tous les gens qui viennent d'arriver. J'ai même pas fait mon tweet du coup. Je vais le faire tout de suite. Hop, j'avais tout préparé. Voilà. Tac. Nickel. Quelque chose à ajouter? Le temps que je rallume ma cigarette ici. Non, non, rien à ajouter. Bien, alors on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par autoritarisme de droite déjà? On va se mettre un petit peu dans le bain. Alors, je vais peut-être pas tout de suite vous montrer l'échelle en question. On va passer à l'échelle F, que vous connaissez déjà. Et si j'en reparle, ce n'est pas pour rien, c'est parce que tout va partir de là, en quelque sorte. Donc, je vous rappelle l'échelle F dans nos vidéos. Donc les 2 premières parties sur l'autoritarisme, les travaux d'Adorno, de Levinson, Frankel, Brunswick et Neville Sanford, à ne pas confondre avec l'expérience de Stanford, Oui. comme on l'a eu une fois, ça n'a rien à voir. Puis après, ça entre en débat sur Zimbardo. Et... Voilà, non, parce qu'une fois, en fait, on avait parlé de Sanford, le psychologue, et tout de suite, on a eu des gens qui nous ont parlé de Zimbardo et l'expérience de Stanford. Ça n'a rien à voir, voilà. Juste pour préciser, en plus Stanford, c'est une référence à l'université où ça a eu lieu, le campus universitaire. Donc voilà, ça c'est rien à voir. Et donc, je vous rappelle les différentes facettes, les différentes caractéristiques qui avaient été mises en évidence par les chercheurs de l'époque. On avait l'agressivité, l'agressivité autoritaire, c'est-à-dire on avait donc des personnes qui avaient un profil avec à la fois des forts préjugés et qui avaient des attitudes et des comportements qui allaient avoir pour conséquence notamment une agressivité par rapport aux minorités, aux femmes, aux personnes LGBT, etc. Donc l'agressivité, elle correspond à cela, et aux étrangers, aux personnes exogroupes. Aujourd'hui, on pourrait dire les migrants, on pourrait dire... voilà, enfin, toutes ces questions. On avait l'anti-intraception, c'est-à-dire le fait que les profils autoritaires ont plus de difficultés à se mettre en miroir, à s'interroger eux-mêmes, à avoir, on va dire, un esprit critique sur eux-mêmes, en fait. Dureté et pouvoir, alors je ne vais pas tout expliquer, hein, puisqu'on l'a déjà expliqué dans les vidéos, dans les 2 premières parties. Là, c'est juste pour résumer rapidement. Dureté et pouvoir, donc leur relation avec le fait d'avoir un pouvoir fort, etc. Superstition
et stéréotypie, le fait d'avoir une inclination à des explications, on va dire totalisantes, qui sont parfois de l'ordre de la superstition, ça peut être via la religion par exemple, etc. Et aussi la stéréotypie, c'est-à-dire la proportion à catégoriser encore plus les populations. Le conventionnalisme, alors le conventionnalisme, le fait d'avoir tout simplement de se conformer aux normes dominantes de la société et généralement plus précisément aux normes dites traditionnelles, où on aura généralement cette idée que les normes qui comptent, les normes sociales qui comptent sont celles de notre pays, de notre nation, de notre religion éventuellement. Si on est dans un pays dit chrétien, comme on peut l'entendre dans certains discours, eh bien ça pourra être cela. Et le fait aussi de se rapprocher le plus de la norme. La soumission à l'autorité. Alors la soumission à l'autorité, c'est-à-dire le fait de se soumettre à l'autorité, vous pouvez l'entendre autorité au sens, ça peut être l'autorité gouvernementale, ça peut être aussi les autorités, les personnes qu'on va considérer légitimes qui représenteraient notre groupe, ça peut être une autorité religieuse, ça peut être une autorité, enfin un leadership, etc., ou l'autorité au sens très large du terme. Par exemple, les institutions qui représentent l'autorité aussi. La projectivité, c'est-à-dire le fait de projeter ses propres peurs sur la manière dont on va expliquer ce qu'il y a autour. Cynisme et destructivité, donc là, comme son nom l'indique, le fait de... le monde est foutu, voilà, tout le monde va mourir. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a rien à faire. Avec La nature humaine est mauvaise. Des discours qui peuvent être misanthropes, ce genre de choses. Pas d'espoir, voilà. Qui peut être lié d'ailleurs aussi avec une sorte de nostalgie d'un passé révolu. Et enfin, tout ce qui va être lié à la sexualité, au contact sexuel. Alors, ici j'ai traduit par sexualité traditionnelle. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est les représentations et les croyances traditionnelles autour de la sexualité. On pourrait ajouter aujourd'hui autour du genre, etc. Oui, des rôles aussi. Et des rôles, voilà, homme-femme. Voilà, donc ça c'était pour petit rappel de l'échelle F et des différentes caractéristiques. Et dans la vidéo, la deuxième partie sur l'autoritarisme, nous avions notamment vu les critiques par rapport à tout cela, puisqu'il y en avait. Je ne vais pas toutes les citer, les critiques, mais je vais juste prendre celles qui vont nous servir à aller progressivement vers ce qu'on appelle l'autoritarisme de droite, justement, pour faire passerelle. Pour répondre à la question, est-ce que des liens ont été faits avec les 14 points du fascisme de Umberto Eco? Non, j'ai pas l'impression qu'il soit basé là-dessus du tout dans la recherche, ni qu'il y ait eu un quelconque lien. Non, par contre... bon, on peut y avoir des points communs. Oui, je des passerelles. Pas plus que ça. J'ai vu vite fait, mais je me rappelle plus. Mais il peut évidemment y avoir des passerelles. Voilà, les passerelles. C'est évident que les... Comment dire? Ici, on a une proposition déjà qui date, puisque c'est pas forcément la proposition actuelle. Ce n'est pas la proposition actuelle, d'ailleurs, au niveau de la psycho. Mais ça reste l'angle de la psychologie. Forcément, lorsque vous allez sur l'angle historique, si vous allez sur un angle plutôt philosophique, sociologique, etc., on va avoir des angles différents, on va avoir des compréhensions différentes par rapport à tout ça, mais c'est pas incompatible. C'est plus... j'aime bien prendre un petit peu l'idée du cube. Vous avez un cube, selon le point de vue que vous allez voir le cube, vous ne pourrez pas voir toutes ses surfaces sur un objet en 3 dimensions. Voyez-le un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a différentes disciplines qui vont explorer de différentes manières et qui vont voir le cube sous d'autres perspectives. Ça ne signifie pas pour autant qu'ils sont en train de proposer un autre cube. Si vous voyez un petit peu l'analogie que je fais, qui est tout à fait critiquable d'ailleurs, elle n'est pas parfaite, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas forcément relié dans les recherches, il n'y a pas forcément de passerelle entre les chercheurs, ça ne veut pas dire pour autant que c'est incompatible. Voilà, alors les deux critiques, il y en a beaucoup plus, mais les grandes critiques sont les suivantes. En gros, c'est le fait que l'échelle F a des problèmes conceptuels, méthodologiques,
Les problèmes méthodologiques, on les avait vus, c'est notamment la question de est-ce que les recherches ne sont pas biaisées, notamment par la manière dont ils ont réalisé leurs échelles avec le fameux biais de l'acquiescement, c'est-à-dire que lorsqu'on fait passer des tests comme ça, où à chaque fois, dès que la réponse positive sera associée avec des attitudes et comportements fascistes, il y a ce qu'on appelle le biais de l'acquiescement, c'est-à-dire que les gens peuvent, de manière automatique, répondre positivement aux questions sans pour autant y adhérer. Et donc, il y a eu tout un moment après la publication de l'échelle F où des chercheurs ont dit peut-être que ce n'est pas le fascisme qui est mesuré, mais le biais à l'acquiescement. Et on l'avait vu dans la vidéo de la partie 2, qu'en fait non, puisque quand on fait des échelles inversées, on retrouve toujours finalement à peu près les mêmes résultats que ce que les chercheurs avaient mis en avant. Donc il y avait ces problèmes méthodologiques. L'autre critique qui a été faite aussi, et c'est une critique qu'on peut comprendre par rapport à l'histoire, c'est le droitisme de cette échelle. C'est-à-dire, des personnes comme Childs, par exemple, S-H-I-L-S, je prends ce nom-là parce que très tôt, en 1953, il y avait des articles qui étaient sortis là-dessus, qui critiquaient le fait que l'autoritarisme serait réduit, en quelque sorte, à des attitudes associées à des attitudes idéologiques de droite. Et que ça poserait problème dans la recherche, puisque ça ne nous permettrait pas de songer ou d'essayer de mesurer un possible autoritarisme de gauche. Et historiquement, c'est important parce que on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et on entre dans la guerre froide. Et forcément, qui dit guerre froide, surtout dans les universités américaines, anglo-saxonnes et européennes, eh bien, à l'époque, il y avait effectivement tout un questionnement quant à savoir, lorsqu'on a des régimes communistes, dits communistes, et lorsqu'on voit des dérives autoritaires, n'y a-t-il pas quelque chose à creuser là-dessus ? Est-ce qu'on n'est pas en manque d'outils pour penser à un autoritarisme de gauche, pour le coup ? Pour la question de Benoît, là, vu qu'ils sont très pessimistes sur le monde et l'avenir, ils sont plus susceptibles d'être déprimés ou pas ? Alors là, il n'y a pas de... J'ai pas en tête de recherche qui mesure dépression et RWA. Par contre, on sait, avec les études en mesurant personnalité et RWA ou bas score RWA, il y a le névrosisme dans la personnalité. Donc le névrosisme, ça recoupe à peu près l'anxiété, la dépression, la vulnérabilité, tout ça. Et ça corrèle pas. En fait, il n'y a pas de lien entre ce trait-là de névrosisme, donc une tendance à la dépression, une tendance à l'anxiété, et RWA. Il n'y a pas forcément de lien. C'est pas corrélé. Donc, il pourrait être déprimé comme ne pas l'être. Il n'y a pas de lien. Voilà. Et donc, il y avait vraiment cette problématique sur le fait, non pas que les chercheurs étaient en train de dire que forcément l'échelle était mauvaise, dans le sens que même des chercheurs critiques de l'échelle F utilisaient tout de même l'échelle F en partant du principe que ça mesurait plutôt un autoritarisme associé à des attitudes idéologiques de droite, et laissant la porte ouverte à la construction d'une échelle de gauche, d'autoritarisme de gauche, avec plein de tentatives, en laissant aussi l'hypothèse ouverte peut-être de construire des outils qui nous permettraient de songer à un autoritarisme général. Et ça a été une proposition après l'échelle F, c'est-à-dire qu'on a eu des chercheurs qui se sont demandé, au fond, l'autoritarisme, n'est-ce pas l'extrémisme ? C'est-à-dire, on prend les extrêmes de gauche et de droite, et on aurait des attitudes et des comportements autoritaires qu'on va dire symétriques, c'est-à-dire on va retrouver à peu près la même chose. Par exemple, on retrouverait un dogmatisme tout aussi fort à droite qu'à gauche, par exemple. Donc ils se sont posé la question. Et il y a eu des propositions. Il y a eu notamment des chercheurs comme Rockish qui a proposé l'hypothèse suivante que l'autoritarisme serait finalement un dogmatisme, c'est-à-dire le fait que les personnes seraient dans un système de croyances dit fermé,
qui serait complètement hermétique, avec un fort rejet de toutes les croyances qui ne vont pas dans leur sens, et que on retrouverait ce dogmatisme indépendamment des idéologies, indépendamment aussi des religions, etc. On pourrait le retrouver pour tout et n'importe quoi, en fait. Même si Rockish indique qu'il y a tout de même des religions et des idéologies qui seraient plus à propos au dogmatisme, et donc où on aurait plus de dérives autoritaires. Donc ça, c'était l'hypothèse de Rockish. Et donc Rockish, il a fait tout un travail là-dessus, il a créé une échelle du dogmatisme en évaluant différents spectres, enfin tout le spectre politique, de droite à gauche, et en ayant des résultats qui, semble-t-il, allaient dans cette direction, c'est-à-dire que, il semble qu'effectivement, on ait un dogmatisme tout aussi fort à droite, à gauche, et qu'on pourrait avoir là peut-être un élément sur l'autoritarisme, qui serait donc un autoritarisme général. D'autres chercheurs allant parler d'un autoritarisme pensé comme finalement les extrêmes. Si vous avez vu mon thread sur Twitter il y a quelques mois, j'en ai parlé justement de cette hypothèse de l'extrémisme, c'est-à-dire que les extrêmes se rejoignent en termes d'attitude et de comportement au niveau psychosociologique, pour aller très vite. Et cette hypothèse, elle est un peu tombée à l'eau, parce qu'en fait, on a remarqué que si on pouvait retrouver parfois effectivement un dogmatisme qui pouvait être fort même à gauche, puisqu'effectivement le dogmatisme peut apparaître partout, on remarquait que ça restait tout de même très fort à droite, dans des attitudes idéologiques associées à droite, et qu'on ne retrouvait pas les mêmes comportements, les mêmes attitudes, etc., notamment l'agressivité à l'égard des minorités, etc., etc. Et ce qui fait qu'on a eu donc des chercheurs comme Altmaier, dont on va parler tout à l'heure de ses travaux, mais d'autres aussi comme Sidanius, ou Prato, je ne sais plus, Prato et Sidanius, qui ont aussi travaillé là-dessus et qui ont montré que, non, il y a vraiment quelque chose, il y a une sorte de nexus entre l'autoritarisme et ce qu'on va dire de manière très générale, ce qui sera plutôt associé au conservatisme de droite, en termes d'attitude idéologique. Bien que ce soit une thèse, vous imaginez, en tout cas à l'époque, même encore aujourd'hui, où il y a vraiment, il y a vraiment des disputes universitaires, etc. là-dessus. Mais si j'en parle, c'est juste pour vous dire justement que Altmaier, dans les années 70, va commencer à travailler là-dessus. Et Altmaier, il va avoir quelque chose que les chercheurs avant lui n'avaient pas. C'est-à-dire qu'il va avoir déjà des décennies de recherche sur l'autoritarisme, des décennies de travaux sur l'échelle F, sur les tests qui ont été faits autour de l'échelle F, etc. Et à partir de là, Altmaier va faire un travail, il va reprendre toutes les études, il va faire un vrai travail de fourmi, où il va essayer à partir de là, de créer une théorie et des outils, des échelles, qui d'une part reprendront les critiques qui ont été faites, notamment le biais à l'acquiescement, c'est-à-dire qu'il va créer une échelle, qu'on va dire une échelle mixte, où on va éviter justement d'avoir toujours l'échelle qui aille que dans un sens. Donc déjà au niveau, on va dire, de la construction de l'échelle, ce sera bien plus solide. Il va aussi reprendre les critiques sur cette question gauche-droite. Et ce que va faire Altmaier, c'est que il va appeler son échelle, et c'est pas du troll, il va appeler cette échelle RWA, c'est-à-dire l'autoritarisme de droite, précisément par rapport aux différents travaux qui ont mis en avant les caractéristiques qui sont associées effectivement aux idéologies de droite. Alors, juste pour préciser, quand il parle d'autoritarisme de droite, il faut faire quand même petit point intéressant. Donc c'est right-wing authoritarianism, ça c'est le nom en anglais. Et Altmaier, qui a un petit côté un peu joueur, il utilise à la fois le mot right, droite, au sens idéologique du terme, tel qu'on l'entend dans la répartition sur le spectre politique, ça on l'entend bien, mais par right, il entend aussi le sens qu'on donne en anglais,
c'est-à-dire qu'on peut trouver aussi un petit peu en français d'ailleurs. Right, ça veut dire en anglais, on peut l'entendre pour dire tout ce qui est propre à ce qui est légal, la loi, juste, vrai, etc. Et il précise ça pour dire que finalement, ben, voilà, indépendamment du jeu de mots, ça colle assez bien aussi, cette double dénotation de right en anglais et connotation, ça colle assez bien finalement à ce qu'il veut mettre en avant. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, c'est un autoritarisme qui va être davantage du côté des valeurs dites normatives, propres à ce qui est de l'ordre de la loi, même si on verra que c'est pas aussi simple que ça, de l'autorité, des normes dominantes, traditionnelles, etc. Donc voilà en gros d'où part Admayer et à quel héritage il a pu bénéficier justement pour construire son échelle. Il y a peut-être des questions. Oui, sur c'est quoi un nexus? Alors un nexus ici, alors ce qu'il faut entendre, j'utilise le mot nexus parce que c'était un article qui portait ce nom-là de Josse qui a été publié je crois en 2020 de mémoire. Un nexus, c'est-à-dire qu'on a vraiment un comment dire Pas comme a mis la définition. Un nexus, c'est une connexion généralement là où il y a de multiples éléments. Voilà, c'est ça, tout à fait. Merci Pacom. C'est-à-dire, il y a une connexion, il y a vraiment une sorte d'association, de centre de gravité, si vous préférez, où ça tourne autour. Voilà. Ça ne signifie pas que c'est synonyme. On n'est pas en train de dire que autoritarisme égale conservatisme de droite. Attention. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que toute personne conservateur de droite serait autoritaire. C'est pas du tout ce que les chercheurs sont en train de dire. C'est vraiment des choses qui sont différentes. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a bien, en termes d'affinité idéologique, d'association idéologique, il y a bel et bien une étroite association. Et on parle d'association précisément parce que ce sont des choses différentes, qu'on ne doit pas confondre. C'est-à-dire que des personnes autoritaires seront généralement, vont avoir des affinités idéologiques plutôt bien à droite, ce qui ne signifie pas à l'inverse que des personnes conservatrices de droite seront automatiquement autoritaires. Vous voyez la différence? Voilà. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Ce n'est pas ce que les chercheurs se disent, mais ce que la réalité montre. Alors, à quoi tu fais référence en fait? Dans les discours, tu veux dire, Scorch? Alors, c'est compliqué parce que quand on parle justement de réalité, parfois il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous paraître aller de soi. C'est une évidence. Et les recherches parfois montrent en fait que de manière contre-intuitive, il y a certaines évidences qui ne collent pas. Et donc, parfois on peut se dire ah bah oui, les chercheurs là ils sont en train d'enfoncer des portes ouvertes parce qu'on pourrait trouver cela évident. Mais pas tout le temps, parce que parfois justement en fonction de ce qu'on peut lire dans des discours, dans des propos et ce qu'on croit avoir associé, parfois les recherches nous montrent que non. Le fait que le conservateur moyen n'est pas forcément autoritaire. Oui, alors après, effectivement, alors conservateur moyen, il faudrait voir ce qu'on entend par là, mais on peut tout à fait envisager des personnes qui seraient associées à un conservatisme de droite et qui auraient une certaine ouverture à un minimum de changements sociaux, on va dire progressistes, qui le seront beaucoup moins bien sûr qu'à gauche, ça me paraît évident, puisque le progressisme en termes d'égalité et notamment à l'égard des minorités, on le trouve à gauche, pas vraiment à droite, mais on peut tout à fait envisager une personne qui, à droite, qui serait pas d'extrême droite du coup, pourrait, à minima en tout cas, être ouvert à le fait en tout cas de s'opposer aux discriminations qu'il pourrait y avoir à l'encontre des minorités par exemple. Ça, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, évidemment. C'est dans l'étude d'Adorno de l'échelle F, justement, il avait fait une échelle de conservatisme et de libéral, et il parlait de pseudo-conservatisme pour les autoritaires. Certains avaient un pseudo-conservatisme, et c'était juste en fait un conservatisme qui était motivé par le fait de valoriser leur endogroupe contre un exogroupe.
et que en fait, il y avait des vrais conservateurs qui n'étaient pas ethnocentriques en fait, quoi. Ça pouvait exister aussi, et qui n'étaient pas du coup à émettre des préjugés ou des stéréotypes, et qui voulaient juste un conservatisme, mais ça n'avait rien à voir avec le fait de dominer ou écraser un exogo. Voilà. Voilà, et d'ailleurs ça permet de réitérer aussi quelque chose qui est assez fondamental, c'est que euh, il faut pas confondre l'adhésion partisane, par exemple, imaginons je vote pour quelqu'un à droite, pour X raisons, où j'ai plutôt un soutien euh, que j'appelle de vitrine, c'est-à-dire lorsqu'on me pose la question, etc., plutôt à droite, et ça n'empêche pas d'avoir, pourquoi pas, des valeurs euh, peut-être pas très fortes, mais qui pourraient être associées à ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de progressisme, ou en tout cas quelque chose qui irait à l'encontre des discriminations. Et de la même manière, on peut tout à fait, et ça je pense que vous le savez aussi, et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux, on peut tout à fait se présenter comme quelqu'un de gauche, soutenant le progressisme, le féminisme, la lutte pour les minorités, etc. Ne rigole pas, Missis. Non, souris, Voilà. sur tout simplement. D'accord. Bon. Et pour autant, des personnes qui affirment cela dans leur discours, qui affirment cela sur Twitter, qui affirment cela avec force, etc. Et dans leur attitude et comportement effectif. Et qu'est-ce qu'on entend par effectif? C'est-à-dire que dans leur quotidien, lorsqu'on a l'occasion de voir précisément comment ils réagissent, comment ils vivent, se comportent, par rapport aux femmes, par rapport aux minorités, par rapport aux migrants, par rapport aux LGBT, etc., eh bien, on voit que, non, en fait, ils ont beau avoir un discours, on va dire, typiquement de gauche, ça ne colle pas du tout avec le comportement effectif. Et attendez, excusez-moi. Hop. Voilà, donc, vous voyez la différence. Ce n'est pas, en fait, c'est très souvent une critique que j'entends et que je peux comprendre, mais qui vient d'une confusion conceptuelle. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, que l'autoritarisme est davantage lié à droite... Oui, génétiques sont pensées à ça. Voilà. Quand on entend justement des discours du type « Mais regardez que l'autoritarisme peut être très fort à gauche » et qu'on va nous citer des partis qui ont une vitrine de gauche et qui ont, au niveau de leurs propositions, au niveau de la manière dont aussi ces personnes se comportent à l'intérieur du parti, on pourrait dire qu'on pourrait voir des comportements dits autoritaires, entre guillemets, parce que là, on n'est plus vraiment dans les définitions qu'on est en train de citer actuellement, quoique, eh bien, c'est pas pareil, en fait. C'est-à-dire que j'avais cité l'exemple notamment sur des études qui avaient été faites en URSS, où on retrouvait des personnes qui avaient des responsabilités dans le parti, donc c'était avant la chute du mur de Berlin, et qui avaient un haut score au RWA, c'est-à-dire à l'autoritarisme de droite. Donc, on voit que il ne faut pas confondre son intensité partisane, je me revendique de tel parti, avec ses attitudes et comportements effectifs qui pourraient être autoritaires, non autoritaires, etc. Ce n'est pas la même chose. En règle générale, ça s'associe assez bien. Mais évidemment, vu que ce sont des choses différentes, on peut avoir des personnes de droite qui pourront avoir des affinités avec des attitudes idéologiques progressistes, ça existe. En tout cas, pour certaines minorités, peut-être pas forcément pour toutes. Et en même temps, on peut avoir des gens qui vont plutôt se dire de gauche, voter pour des partis de gauche, avoir tout un discours, connaître leur Marx par cœur, et qui n'auront pas les attitudes et comportements effectifs. Et quand on va leur faire passer notamment des échelles pour interroger leur représentation et leurs valeurs, ces personnes-là, on pourra parfois trouver que elles vont considérer le monde comme dangereux, elles vont considérer le monde comme étant une jungle compétitive, etc.
où là, ce sont des paramètres RWA, autoritarisme de droite, ou SDO, c'est-à-dire Social Dominance Orientation. Voilà. Pourquoi ça s'affiche pas? Oui, bah merci. Non, ça... On a entendu une sonnerie. Mais... Ah, j'ai pas mis mon petit... Merci Genetics. Et oui, il y a toujours un décalage entre les valeurs que des personnes vont dire avoir, vanter, et la réalité des comportements. Il y a plein d'expériences en psycho qui sont terribles entre des gens qui vont se dire non, je suis contre le fait de torturer quelqu'un, de faire pour la science. Puis après, on leur fait passer l'expérience et en fait, ils sont tout à fait OK. Avec juste après leur avoir dit un compliment, on dit ah vous êtes vraiment une personne exceptionnelle. Allez, vous voulez faire cette expérience où on torture quelqu'un? Oui, alors qu'ils avaient affirmé avant qu'ils étaient contre ça. Et donc il y a une grande différence entre des valeurs bien internalisées, c'est des valeurs qu'on a vraiment réfléchies par rapport à nous-mêmes, d'un point de vue purement intellectuel, mais aussi émotionnel. Ça correspond à ce qu'on veut de l'existence et tout ça. Ça, c'est vraiment très internalisé. Donc, on vraiment les adopte soi-même. C'est pas non plus... Ah oui, merci. C'est les suivis, excusez-moi. Et donc, voilà. Il peut y avoir des gros décalages comme ça entre des personnes qui vont avoir un discours... un discours de gauche qui peut bien passer, qui peut être, je sais pas, un critère pour avoir de l'audimat aussi. Certains pensent comme ça aussi. Ils pensent en question d'opportunité, en question de mode, en question comme ça. Et donc, ils vont avoir un discours et le répéter. Et puis après, dès qu'on les connaît dans la vraie vie, on voit que non, pas du tout, quoi. Même sur des gens qui vont choisir de s'engager en politique, ça va être bon, où est-ce qu'il y a le plus d'opportunités là de gagner des trucs, tout ça. Donc il peut y avoir une énorme hypocrisie là-dessus. Donc après, bon, ce qu'on peut faire, c'est vraiment questionner les valeurs qu'on adopte ou qu'on a, parce que des fois on a des valeurs comme ça, on sait même pas en fait, on les a même pas questionnées, et en fait on les a parce que autour de nous tout le monde est comme ça. Ou des choses comme ça, et donc il s'agit de les réfléchir avec sa tête et son cœur et son estomac. Avec ses tripes. Voilà, les trois, je dirais les trois, et il faut inspecter. Et après, bon, c'est vrai que ça c'est une question d'âge aussi. Quand on est jeune, on peut pas faire ça. On n'est pas fini, le cerveau n'est pas terminé, même dans la vingtaine, il n'est pas terminé. C'est que vers la trentaine que, bon, là ok, c'est fini. Attention, tu vas avoir un hockey boomer, là. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on est bête, mais c'est qu'il y a plein de développements qui vont arriver encore. Et il y a l'expérience aussi. L'expérience aussi. Donc, et puis même, c'est tout à fait compréhensible de ne pas trop savoir se positionner dans la vingtaine, quoi. Je pense que c'est tout à fait normal et c'est même plutôt honnête vis-à-vis de soi de se dire bon, je sais pas trop après des vies, je sais pas trop à la vingtaine, quoi. Comme ça, tout le monde a le temps de faire son choix aussi. Alors Scorch qui dit c'est comme des responsables de gauche qui viennent chasser sur les terres de l'extrême droite car l'électorat de gauche est plus enclin à l'abstention. Ah, c'est tout à fait ça, c'est du pur opportunisme. Là, je dirais même une tactique de facilité, quoi. Parce que c'est très facile l'autoritarisme de droite quand on fait peur à tout le monde, on valorise son groupe. C'est du vu et revu, c'est bien connu ces trucs-là. Et là, on est en train de parler finalement de l'élite politique. Par élite, j'entends les personnes qui ont des responsabilités, qui ont déjà un pouvoir dans le fait qu'ils ont des responsabilités politiques, qu'ils sont dans des partis, etc. Enfin bref. Et effectivement, Non, tout va bien. Ça va ? Je vais résister. La pauvre. Et là, on parle, quand on parle d'autoritarisme du point de vue de la psychologie sociale et politique, on parle d'attitude et de comportement de tout le monde. On n'est pas en train de parler des politiciens en tant que tels. D'autant plus que on a des personnes qui n'ont aucun engagement politique, affirmés, c'est-à-dire qui vont peut-être se dire non partisans, qui vont peut-être se dire même neutres, etc. Mais lorsqu'on va les interroger justement sur leurs valeurs, leurs représentations, leurs croyances, qu'on va leur faire passer des échelles comme RWA, SDO, etc.,
bah, on se rendra compte que même si ces personnes-là se disent, comment dire, à l'extérieur de ces questions idéologiques, des questions, etc., ont tout de même des affinités euh, qu'on pourrait dire électives, quand bien même elles ne votent pas ou qu'elles ne veulent pas se prononcer, ou qu'elles se disent neutres, qui peuvent être parfois très fortes, et beaucoup plus fortes que ce qu'on pourrait imaginer, de ce qu'elles pourraient s'imaginer. D'autant plus qu'on sait très bien aussi que l'un des gros problèmes, c'est que quelqu'un qui va s'affirmer au-dessus des idéologies, qui va s'affirmer comme étant neutre idéologiquement parlant, généralement, c'est plutôt problématique puisque déjà, ce n'est pas vrai. On a forcément des affinités idéologiques qui sont pas forcément complexes, qui sont pas forcément bien, comment dire, sous forme de propositions dans son esprit, etc. Et ça, on peut tout à fait croire les personnes qui se prononcent pas là-dessus parce qu'elles n'ont pas envie d'y réfléchir et parce que ça les embête ou parce qu'elles s'imaginent que voilà, ok, très bien. Et il n'empêche qu'elles ont des croyances, qu'elles ont des représentations, qu'elles ont des attitudes, qu'elles ont des comportements qu'on peut associer effectivement plus ou moins fortement à de l'autoritarisme ou à de l'anti-autoritarisme, etc., à des valeurs très démocratiques ou au contraire à des valeurs pas très conformes à ce qu'on pourrait dire démocratique, démocratique au sens très large du terme, hein, bien sûr. On va pas faire toute une interrogation sur qu'est-ce que la démocratie, mais en tout cas en termes de tolérance politique, en termes... voilà, enfin toutes ces valeurs. Donc non, tu n'es pas vieux à 30 ans, pas comme. C'est juste que le développement de ton cerveau est terminé, la vie commence enfin. Voilà. Voilà. Et donc, Anne Oui, les Meyer... vidéos de Tsi aussi, si vous vous intéressez. Oui. Allez-y. Allons donc nous rapprocher un petit peu de Anne Meyer, que je vous présente ici. Alors, Anne Meyer, vraiment, sur l'autoritarisme, c'est vraiment un chercheur qui a, on pourrait dire, c'est parfois le terme qu'on voit dans les recherches, qui a redynamisé les recherches sur l'autoritarisme. Dans le sens qu'il a fait un travail de fourmi, et il a vraiment corrigé toutes ces lacunes qu'on pouvait avoir sur l'échelle F. Et ce grand chercheur, le voici, le voilà, Bob Altshuler. Et avant qu'on me dise dans le chat que c'est pas très gentil d'avoir choisi une photo où on a l'impression un peu trollesque, etc. Alors sachez que c'est pas moi qui ai choisi tant de mettre cette photo en avant, c'est Altshuler lui-même, dans son livre The Authoritarian, qui est sorti en 2006, qui a été un peu remis à jour depuis. Voilà comment lui-même se présente. Voilà. C'est pour vous montrer aussi que c'est quelqu'un qui est plutôt disposé un petit peu à l'autodérision, à l'humour, avec parfois un côté... ouais, il est... Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en parler, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui aime bien jouer. Et d'ailleurs, l'une de ses phrases, je crois qu'on retrouve dans l'introduction de son livre, qui permet aussi d'expliquer sa propre attitude à lui, pour le coup, par rapport à l'autoritarisme. Je cite Altshuler, donc dans son livre de 2006, « Le sens de l'humour aide beaucoup lorsque vous passez votre vie à étudier les autoritaires. » Donc voilà, si vous étudiez les autoritaires, en tant que psychologue ou via le prisme de la psychologie, attendez-vous à finir comme Altshuler à son âge, avec un gros nounours, et à être bien fier de ça, et à le revendiquer, et à le mettre en avant. Voilà. Salut pour ceux qui arrivent. Salut à tous. Altshuler, c'est celui qui a une tête sympathique. Ah oui, ça c'est clair que si on pouvait choisir comme ça des chercheurs avec qui on voudrait passer la soirée, discuter, je pense qu'Altshuler figurerait en bonne position. Je pense qu'il doit être bien marrant. Il doit être bien amusant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Altshuler? Comment il va ranger un peu tout ça? Donc, déjà, il va interroger les confusions conceptuelles. C'est-à-dire que ce que Altshuler remarque, c'est qu'il y a différentes confusions qu'on vient de citer. Par exemple, la confusion entre
ce qu'on va appeler l'autoritarisme d'un point de vue purement politique en termes de parti et en termes de régime autoritaire, avec des attitudes et comportements psychologiques propres à l'autoritarisme. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose non plus entre l'intensité partisane et l'orientation idéologique et les attitudes et comportements effectifs. Et il y a aussi autre chose qui va faire dans ce démêlement des confusions conceptuelles, c'est qu'il va notamment revenir sur l'échelle F, qui avait aussi un autre problème, c'est que lorsqu'Adorno et ses collègues ont construit l'échelle F, finalement, ils ne distinguaient pas quelque chose de très important. On va faire le test, si vous voulez, si je vous pose la question. Vous oubliez tout ce qu'on vient de dire. Vous oubliez toutes les connaissances que vous avez sur ce sujet et vous essayez de réfléchir spontanément, de répondre à la question suivante. Si je vous dis personne, individu autoritaire, vous allez penser à quelles caractéristiques? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, je répète ma question. Vous oubliez toutes vos connaissances. Si je vous parle de personne, d'individu autoritaire en termes d'attitude et de comportement, quelles caractéristiques vous mettez en avant? Vous pouvez répondre dans le chat. Spontanément, hein, je vous demande Moi, pas. je pense à Gollum, je sais pas pourquoi. J'imagine une personne qui ressemble à Gollum. Alors, plutôt que de dire à quoi la personne ressemble, plutôt que de dire à quoi la personne ressemble, quelles seraient ses caractéristiques? Comment il serait dans son comportement? Sanguin, abusif, violence, soldat, homme blanc, agressivité, dogmatique. Encore plus simple, encore plus simple. Crie, Exigeant, violent, froid, ferme. frustré, D'accord. Alors, quand je vois exigeant, fermé, violent, vieux. inflexible, pas forcément. Ouais, joli, hein, parce que c'est pas ce que je pense. Étriqué, c'est un peu flou encore. Sans empathie. Sans sévère. empathie, sévère, Ouais, après, il y a la- sévère. Il y a la définition autoritaire comme on emploie Directif. tous les jours, quoi. Mm. Chauve, avec des rides. Avec des petites mèches comme ça, tout courbé. Un peu comme Gollum. Eh bien, par rapport à ce que vous dites, je reste sur sévère, sur contrôleur et directif. Très intéressant. Très intéressant, pourquoi? Parce que effectivement, on a d'un côté cette idée, quand on dit personne autoritaire, on peut penser à quelqu'un qui va vous donner des ordres, qui va être extrêmement directive. Qui répète, je ne suis pas raciste, mais ah oui. Aussi. Donc on a quelque part cette idée que l'autoritaire, c'est quelqu'un qui cherche à dominer. Donc, on va donc dire autoritaire égale, dans les définitions spontanées qu'on peut avoir, dominateur. Dominateur social, quelqu'un qui veut dominer, qui veut avoir le pouvoir, qui veut donner des ordres, qui veut contrôler. Mais on a aussi une autre définition qui paraît parfois un peu contradictoire avec celle-ci, c'est l'autoritaire comme quelqu'un de sévère, d'exigeant, de froid, pourquoi pas, mais qui va plutôt être dans la soumission à l'autorité, c'est-à-dire qui va davantage, non pas vouloir le pouvoir, lui, elle, mais davantage réclamer un leader fort, et qui va se soumettre à ce leader. Donc vous avez là deux perspectives d'attitude et de comportement autoritaire qui, semble-t-il, peuvent correspondre à l'autoritarisme, mais qui en même temps, on voit difficilement comment ça peut s'agencer. Domination d'un côté, soumission de l'autre, qui sont deux formes de l'autoritarisme. Et bien précisément, c'est là une confusion conceptuelle qui a pu y avoir dans les recherches, dans les premières recherches, c'est-à-dire, est-ce que un dominateur est aussi quelqu'un qui se soumet? Quelqu'un qui veut à la fois le pouvoir et qui se soumet à une autorité forte? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas voir deux dimensions de l'autoritarisme, c'est-à-dire une dimension qu'on pourrait dire partisan autoritaire, donc les personnes qui se soumettent à l'autorité, d'un côté, et de l'autre, des dominateurs sociaux, c'est-à-dire des personnes qui, davantage, veulent avoir le pouvoir, et qui pourraient même se refuser à se soumettre à une autorité.
C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, il y a une personne qui demande, c'est Wolf, est-ce que les personnes autoritaires voient la société partagée entre ces deux types de personnes? Oui, ils ont une vision très hiérarchique, il y a les forts, il y a les faibles, il y a ceux qui dominent, et on cherche à dominer, à gagner le pouvoir dans l'échelle, et c'est toujours comme ça, quoi. Ils n'arrivent même pas à concevoir les rapports égaux, quoi. C'est toujours une compétition, quoi. Surtout pour les SDO. On verra. Moins pour les RWA, mais les SDO voient toujours l'autre en compétition, quoi. Soit c'est un ennemi à abattre, soit c'est quelqu'un d'inférieur. Bon, c'est toujours, ouais, ils voient toujours en pyramide les choses comme ça. Et ouais, c'est hallucinant à quel point ils n'arrivent pas à imaginer un rapport mutuel, réciproque, ou même sans enjeu de pouvoir, en fait, quoi. Alors justement, Wolf, on y vient. SDO, c'est dominance sociale. Voilà. En fait, ce qui va se Orientation à la passer, dominance sociale. ce qui va se passer avec ces confusions conceptuelles, c'est que les chercheurs, du coup, vont dire, bon, on peut pas à la fois essayer de mesurer les deux parce qu'on risque justement d'avoir quelque chose d'assez confus en fin de compte. C'est-à-dire que si on veut cerner l'autoritarisme dans une sorte d'ensemble, on va vouloir essayer de saisir l'autoritarisme en général, mais du même coup, on va rien saisir en fait. On va rien saisir, on aura des résultats contradictoires et finalement, en termes de mesures, en termes de valeurs prédictives, puisque normalement, quand on a des bons outils de mesure, on peut prédire des comportements chez les personnes, eh bien, si on faisait ça, si on restait dans ces confusions, on n'avancerait pas en fait et ça marcherait pas. Et donc, qu'est-ce que va faire Admayer? Admayer, lui, il va décider de se concentrer sur les partisans autoritaires, c'est-à-dire sur ce qui se rapproche le plus finalement des études d'Adorno et de ses collègues sur l'échelle F, c'est-à-dire les personnes qui auront des attitudes et comportements autoritaires du point de vue de la soumission à l'autorité, du point de vue du fait de réclamer des leaders forts, etc. Mais pas forcément des gens qui veulent, eux, le pouvoir, même s'il y a bien des choses qui sont liées à la question de puissance, etc. Alors, juste la question, pas comme dit le RWA, et forcément un suiveur ne va pas avoir ou chercher à être un leader. Alors c'est particulier, hein, il ne va pas se dire suiveur, mais quand on l'écoute dans les discours, il y avait eu un leaks de policiers sur WhatsApp qui discutaient et qui se revendiquaient, fascistes d'ailleurs, et parce qu'ils discutaient entre eux. Et ça, c'était vraiment extrêmement intéressant pour voir un peu ce rapport suiveur, mais qui s'assume pas comme ça. Parce que il parlait de guerre civile, comme c'est un discours qu'on peut entendre comme ça. Il disait, et il attendait, il s'armait, tout ça. Et il dit, ah, vivement qu'on ait un leader fort qui nous fasse entrer en guerre civile contre eux, on va voir quoi. Et on voit qu'ils ont une posture, ils ont une apparence de fort, dur, machin. Mais dans leur discours, ça revient toujours, ils attendent quoi? Ils attendent qu'il y ait un chef là qui prenne le pouvoir, ils attendent que ce soit une autorisation. organisé et que ça soit qu'il y ait une autorisation d'un chef qui leur dit allez, vas-y, tue-les. Comme ça. Donc bon, c'est assez inquiétant hein, quand même quand on les entend et qu'en plus ils savent. Mais au moins, bon, il y a ce truc qu'ils attendent un leader, quoi. Qu'il faut pas faire passer, évidemment. C'est Street Press, oui, je crois que c'est ça. Oui. Non, ou c'est France 5, Arte Radio. Sur la police, c'est Alex. Alors, je me rappelle son nom, mais je me rappelle plus du titre de la vidéo. Si vous avez le lien, c'est donc Arte sur. Non, oui, c'était Arte Radio avec Street Press les deux, et c'est un audio qui est posté sur YouTube et ailleurs aussi. Alors, là, c'est vraiment très intéressant. Là, vous avez un fort RWA. On voit que tout est lié à la frustration. Ce sont des gens très très frustrés, très jaloux des personnes en couple, par exemple, tout simplement, et qui veulent tuer tout le monde. Merci Genetics. Ah oui, merci. Le lien de Genetics dans le chat, si vous voulez. Accrochez-vous avant d'écouter parce que c'est un discours vraiment... là, on met trigger warning. C'est super énervant. C'est aussi énervant parce que c'est... Alors, si vous voulez, j'ai aussi fait une analyse dedans dans mon dernier bouquin. L'analyse est accessible, en pleine puissance.
parce que à décortiquer, c'était vraiment très intéressant de voir toutes les contradictions dans leur discours, les exogroupes aussi. Les exogroupes auxquels ils s'attaquent sont vraiment extrêmement larges. Par exemple, ils s'attaquent aux gauchistes, mais ce qu'ils entendent par gauchistes, c'est toutes les gens qui manifestent. Absolument tous. Hein. Ça, c'est vraiment le paquet. Voilà. Et SDO, pour répondre à la question, justement, donc RWA, autoritarisme de droite, ça va être l'approche. Ouais, le fait de ne pas être en couple est vraiment un critère important. Alors non, c'est pas un critère important forcément pour le RWA ou SDO. Hein. C'est juste que dans ce cas précis, on voyait très bien l'articulation. Ils avaient donc le collègue noir qui a récupéré ces trucs de WhatsApp et donc il le jugeait quoi. Il jugeait ses profils, tout ça. Et tout tournait autour de leur frustration, quoi. Et donc, il parle des femmes qui vont sortir avec des Arabes ou des Noirs, c'est des putains nègres. Il les nomme comme ça. Et il les Attention, déteste. on est sur Twitch. Ah oui, voilà. Hein. Je vais pas citer ce qu'ils vont dire, non. Non, on va pas citer. Mais bref, et on voit une jalousie et une frustration qui vraiment s'accrochent à leur fascisme et donc du coup ils s'assoient sur le fascisme pour gagner un peu garder la face à ça pour pas se sentir minable, ça leur donne la force quoi, de l'ego un petit peu et on voit qu'il y a toute une articulation entre leur frustration même j'ai pu voir ça IRL avec d'autres personnes qui sont comme ça autoritaires où la plupart du temps, ils n'étaient pas autoritaires. Et puis des fois, soit ils étaient trop fatigués, soit ils étaient contrariés par un truc, soit une contrariété. Ça y est, crise de fascisme, quoi. Là, ça sortait le racisme et tout, et la colère d'un coup. Et on voit qu'il y a comme une articulation comme ça, où ça peut être des gens qui sont pas forcément très fascistes au quotidien, mais quand ça va pas, ils s'accrochent à ça parce que ça leur fait dominer ou contrôler un peu leurs émotions, quoi. C'est une sorte de régulateur de leurs émotions qui leur donne une bonne face et où ils peuvent tout jeter la faute sur d'autres groupes. Voilà. Très incel au final. Oui, c'est un peu la même dynamique. Hein. Et dans mon bouquin, justement, j'ai fait toute l'articulation entre ça et ça parce que c'est très proche, en fait. Et donc, la sphère... Pardon, Non, c'est parce qu'il y a des questions qui suivent. Je termine juste sur... Donc, d'un côté, Admire, RWA, donc ça, c'est la soumission, c'est plutôt le côté partisan soumission. Et plus tard, dans les années 90, avec Prato et Sidanius, il va y avoir donc des chercheurs qui vont plutôt porter focus sur les dominateurs sociaux, c'est-à-dire l'autre dimension de l'autoritarisme, donc ceux qui veulent avoir le pouvoir, ceux et celles qui veulent avoir le pouvoir. Et donc SDO, ça veut dire Social Dominance Orientation. Donc là, c'est vers le versant pouvoir. Et plus tard, on va avoir d'autres psychologues comme Dukic notamment. Oh. Ah bah ouais. Donc notre site est down là pour l'instant pour le bouquin. Ça arrive de temps en temps. Sinon vous tapez sur Lulu hein, en pleine puissance, mais c'est chelou ça. Moi ça reviendra, hein. C'est sur la page du site de toute façon. Je mettrai ça après si tu veux. Désolée. Ça arrive de temps en temps. Et qu'est-ce que j'allais dire du coup oui, donc voilà. Donc là, donc Dukic plus tard qui va effectivement présenter l'autoritarisme avec ces deux dimensions, partisans et dominateurs sociaux. À savoir que généralement, ceux qui ont un haut score en RWA, autoritarisme de droite, ceux qui ont un haut score au SDO, très souvent, c'est pas les mêmes profils. C'est pas les mêmes profils, c'est soit l'un, soit l'autre. Ce qui n'empêche, même si c'est plus rare, il n'empêche qu'on a ce qu'on appelle des doubles scores, des doubles hauts scores, c'est-à-dire des personnes qui ont à la fois un haut score à l'autoritarisme de droite et qui ont un haut score au SDO, Social Dominance Orientation. Et ces gens-là ont pour caractéristique, pour le coup, d'être, si ces personnes ont des responsabilités, si ces personnes ont des possibilités d'agir dans une structure sociale, dans une entreprise, enfin qu'importe,
Ça peut être extrêmement destructeur, puisque ce sont parmi les personnes qui auront le plus de préjugés. C'est vraiment Admayer, en fait, il fait un, comment dire, un podium des personnes à hauts préjugés, parce qu'il faut savoir que quand on parle de RWA et quand on parle de SDO, c'est pas simplement des échelles qui mesurent l'autoritarisme tel qu'on a pu le définir. En fait, ce sont les personnes ce sont des échelles qui sont prédictifs de la force des préjugés. Et dans le podium d'Admayer, Admayer dit qu'en troisième position, on a les RWA, c'est-à-dire l'autoritarisme de droite, donc les partisans autoritaires, qui ont des préjugés forts. On a au-dessus d'eux, en deuxième position, les SDO, Social Dominance Orientation, qui ont des préjugés parfois encore plus forts, notamment à l'égard des femmes. C'est-à-dire que ceux qui ont un haut score en Social Dominance Orientation sont les personnes qui vont être extrêmement sexistes. Et enfin, sur le podium, arrivent en première position, les doubles scores, RWA, SDO. Et là, généralement, on va avoir des préjugés à l'égard des minorités, des LGBT, des femmes, enfin, vraiment tous les trucs les plus... avec des conséquences dans leur comportement, puisque ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir une forte agressivité. À propos d'agressivité, Ah, oui. on a un exemplaire là d'une personne qui direct arrive et nous dit des horreurs. Ah bon? Donc je sais pas, est-ce qu'on te banne C'est qui? sur 3? Vous êtes moche, vous êtes tellement laid, vous auriez dû avorter. Bah là, c'est agressivité autoritaire. Voilà, bah là on a un exemple. Voilà. Tout à fait. Donc là, ici, on a quelqu'un qui va arriver, peut-être qui a Comme vu la ça, thématique, qui nous regarde. Et direct, hop, il donne un exemple d'agressivité autoritaire. Voilà, bah, je vais pas te dire merci pour l'illustration. Moi, si, pourquoi pas. Oui, bah, Nice et moi, je montrais l'exemple. D'accord. Bah, écoute, si tu montres l'exemple de quoi? Selon toi, quel exemple as-tu montré? Je serais curieuse de savoir. Nice et moi, est-ce que ça serait peut-être un truc de soumission à l'autorité aussi? Ouais, peut-être. Peut-être que tu recherches justement une certaine attention de notre part, que tu peux avoir ponctuellement, mais que tu vas pas avoir longtemps, ne t'inquiète pas. Ou inquiète-toi, comme tu veux, ça dépend ce que tu attends de nous. Ah oui, avant que ça disparaisse, il y avait une personne qui disait sur les dissonances aussi, s'il y avait un lien entre les dissonances. Faut que je retrouve la question. Oh, je sais plus. En fait, sur la question, la dissonance entre les valeurs et les comportements et le changement, on pourrait voir ça aussi sur... Il n'y a pas des études là forcément sur la question de la dissonance et RWA, mais sur la question des motivations, si elles sont bien internalisées, c'est-à-dire qu'on les a bien réfléchies, que ça colle à notre cœur, notre tête et notre estomac, on va dire, ou pas. Et généralement, chez les autoritaires, les motivations sont pas du tout internalisées, quoi. Elles sont chopées comme ça, elles servent à répondre à des besoins superficiels, et c'est pour ça que ça va donner quelque chose de très contradictoire. Mais on peut pas rejeter toute la faute sur les RWA et les SDO, parce que la majorité des gens, la plupart des gens sont comme ça. À chaque fois, quand on mesure le type de motivation, est-ce que c'est vraiment une motivation autodéterminée et qu'on suit parce qu'on l'a réfléchi, que ça colle à qui on est, ce qu'on pense, à ce qu'on a réfléchi? C'est très rare. C'est très rare. On est tous comme ça, hein. On a tous dans notre vie à déconstruire, reconstruire, refabriquer comme ça nos valeurs en permanence, en fait, parce que bon, tout change tout le temps en plus. Donc ça, on peut pas mettre ça juste sur l'exogroupe RWA, SDO. Ça nous concerne aussi, hein. Cette dissonance et ces valeurs. Il y a quelqu'un qui pose la question, donc Skep, est-ce qu'il existe des études sur le fait d'être en dissonance entre ses idées et ses actes, comportements et le changement, soit d'idées, soit de comportements? Alors, il y a plein d'études, mais justement par rapport à ce qu'on peut appeler une dissonance, ce qu'il faut voir ici, c'est que lorsqu'il y a comme ça ces contradictions entre ce qu'on pourrait afficher, nos comportements, etc., très
très souvent, on en avait parlé déjà dans les précédents lives, il faut voir cela non pas sous la simple lecture des idées, la simple lecture des attitudes, j'adhère à ceci, j'adhère à cela, du contenu si vous préférez. Il faut voir cela plutôt en termes de motifs. J'utilise le terme motif ici, motive au sens anglais. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'idée que motif, ça a un double sens, c'est aussi les motivations. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont être motivées, qui vont avoir certaines motivations. On en avait vu certaines la dernière fois, épistémiques, relationnelles, existentielles. Par exemple, pour gérer la question de ce que ces personnes vont considérer comme une menace à leur train-train quotidien, une menace à l'ordre établi, aux valeurs plus fondamentales peut-être qu'elles essayent d'avoir, à la normativité, etc. Et puisque ce sont des motivations, c'est ça qui va être le moteur, et non pas des idées comme ça, dans un nuage d'idées, eh bien, c'est en fonction de ces motivations que leur discours va s'adapter et qu'on pourra avoir précisément, puisque ce sont les motivations qui sont là, on pourra avoir, semble-t-il, des discours qui peuvent paraître contradictoires. Mais si ces discours sont contradictoires en termes de propositions, en termes de contenu, ces discours apparaissent en quelque sorte cohérents lorsqu'on les examine en termes de motivation. On avait cité notamment quelques motivations la dernière fois, des dimensions fondamentales, avec des personnes qui cherchent à maintenir un statu quo ou à revenir à quelque chose de plus nostalgique, un ordre ancien qui serait fantasmé, imaginaire ou réel, qu'importe. Des personnes où l'autre dimension, c'était la justification des inégalités ou au contraire leur résistance et leur combat. Et pourquoi on pourrait avoir la motivation de maintenir justement certaines inégalités? Peut-être, alors ça peut être peut-être parce qu'on a un haut statut, par exemple, et que donc forcément, ça peut arranger la personne de se maintenir là-dessus. À ce propos, justement, il y a une question, a-t-on les résultats en fonction des métiers, de la classe sociale et de l'âge? Et justement, le SDO est très... Pour le SDO. Pour le SDO, il y a des résultats, ouais. Et on sait aussi par rapport au SDO qu'il y a des déterminants socioculturels de l'ordre de la culture et du bassin culturel dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que des structures, par exemple à l'école, dans votre milieu professionnel, etc., où à chaque fois on va mettre en avant la compétition, qu'on va mettre en avant la notion de mérite, alors il faudrait la définir, mais la mérite telle qu'on peut l'entendre de manière un peu triviale à droite, etc. Lorsque vous allez être dans ces environnements-là, ça va jouer aussi sur le fait que les personnes vont être imbibées en quelque sorte de tout cela. Et notamment à partir du moment où ils sont dans des environnements où à chaque fois que ces personnes arrivent à avoir une sorte de récompense extrinsèque par rapport à ce mode compétitif, etc. Et par rapport donc à ce qui va lui sembler comme allant dans son intérêt, ça va renforcer encore plus ses affinités. Donc voilà, il y a tout ça qui... Alors, Corcoro qui demande si on peut réduire les comportements autoritaires. En fait, tout le bouquin que j'ai écrit là-dessus, c'était motivé par cette question. Est-ce que c'est possible de réduire ça? Et quand je dis réduire, c'est même pas, je sais pas, que ces personnes-là deviennent moins autoritaires. Parce qu'on rappelle, ça les fait souffrir aussi, hein. Ça les laisse, ça maintient les frustrations, ça maintient les colères, ça les empêche de se lier aux autres. Et donc, du coup, ça augmente leur frustration. Ils sont pas heureux. Donc, même pour eux, en fait, ce serait bien qu'ils se diminuent. Comme ça, ils pourront moins rencontrer d'autres personnes et je sais pas, vivre une vie plus sympa, quoi. Alors... Et donc, du coup, est-ce qu'on peut réduire ça? Pour moi, la solution radicale, c'est de changer vraiment les environnements sociaux. Parce que à partir du moment où n'importe quel environnement social, que ce soit l'école, le travail, fonctionne de façon hiérarchique, voilà, ça y est, on a le SDO, quoi. Il y a des positions inégalitaires avec plus d'avantages et le jeu, c'est de grimper les échelons et puis après, on a beaucoup d'argent et machin et tout ça. Donc, oui, forcément, il y aura du SDO, là. Il y aura du SDO tout le temps parce que c'est la bonne façon de jouer au jeu qui est installée dans tous les environnements sociaux. Donc, pour moi, ça demande des changements vraiment radicaux dans les institutions. C'est-à-dire d'aplatir au maximum la hiérarchie, les avantages du haut
qui doivent être dilués en bas à tous, que le pouvoir, le pouvoir ne soit pas que réservé à quelques personnes, mais que chacun puisse l'endosser et être responsable. Et le fait d'endosser le pouvoir aussi, ça sort d'une posture soumise ou même de dominant, parce que là, du coup, on a la responsabilité aussi des autres. Donc, mais il faut, pour moi, quand on a vraiment, quand une institution a à cœur de changer tout ça, les stéréotypes et les préjugés, il faut qu'elle se remette en cause elle-même. Sur comment sa structure, en fait, dit, bah oui, si, en fait, c'est le jeu, quoi. Donc, il y a ça. Et une autre question, peut-on être enclin plus à l'autoritarisme selon les traumatismes de la vie? Il n'y a pas forcément de lien. Hein. Il n'y a pas de lien. Et même dans l'étude d'Adorno qui avait étudié ça, donc l'échelle F, il voyait qu'entre des très bas scores et des très hauts scores, il y avait des très bas scores qui avaient été super agressés. Il y en avait une d'ailleurs qui avait carrément été enlevée. Enfin bon, le truc de fou, quoi. Et qui est pas pourtant développé un haut score. Hein. Donc il n'y a pas forcément de lien. On pourrait avoir des traumatismes comme il pourrait ne pas en avoir. Alors, sérieux toi, puisque tu poses des questions sur le fait qu'on ne peut pas mesurer un discours public, Oui, mais personnalité, si tu crois pas, scriptée. pourquoi tu... Attends, je continue à lire ce qu'il Pourquoi dit. tu es là? Non, mais au contraire, on va voir ça ensemble. Par rapport aux stéréotypes, que les stéréotypes, tu dis en fait qu'on peut pas réduire les stéréotypes puisque ça change, etc. Tu prends l'exemple de LGBTIA+, comme si un nouveau stéréotype à partir d'une simple lettre. Alors figure-toi, en fait, non. En fait, les catégories qui sont ciblées par les autoritaires, quand bien même ces catégories sociales peuvent changer, peuvent être davantage représentées dans la société, etc. En fait, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que à partir du moment... Alors, après, ça dépend du RWA et du SDO, parce que les RWA et les SDO ont des préjugés forts, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les autoritaires de droite, RWA, donc, vont avoir des préjugés à l'égard des groupes extérieurs. Quand je dis extérieurs, c'est-à-dire qui considèrent extérieurs à eux, qui va constituer pour eux une menace à l'autorité, une menace à l'ordre établi, une menace à des valeurs traditionnelles, et par valeurs traditionnelles et représentations traditionnelles, il faut entendre notamment tout ce qui va être les définitions traditionnelles essentialistes, biologisantes, etc., hommes-femmes, d'où le fait que les personnes qui ne sont pas dans un schéma, on va dire, normatif traditionnel, pour aller très très vite, hommes-femmes, en termes de sexualité, en termes de genre, etc., seront généralement, et là-dessus les échelles de l'autoritarisme de droite prédisent très bien, vont être discriminés par les RWA si les RWA considèrent que ces personnes-là sont une menace pour les raisons que j'ai évoquées. Par contre, les SDO, ça va être différent. C'est-à-dire que les préjugés ne vont pas se faire en fonction... on va dire d'une menace, d'une peur, d'un effondrement, pour aller vite, de la civilisation, tout ce que vous voulez, mais davantage par rapport à leur propre statut et par rapport à leur propre pouvoir. Et ça explique aussi pourquoi dans les hauts scores SDO il y a des différences, et on retrouve principalement des hommes, justement, dans le rapport homme-femme. Donc on voit que même si dans le temps, ce qu'on pourra appeler les catégories sociales, et on peut leur donner tous les noms qu'on veut, et d'autant plus que les personnes discriminées évoluent elles-mêmes dans leur propre vocabulaire, mais il n'empêche que ce sont toujours des personnes qui, pour les autoritaires de droite ou pour les SDO, ne s'articulent pas, soit ne s'articulent pas dans les normes, ça c'est plutôt RWA, soit s'articulent dans quelque chose qui pourra être vu par les SDO dans des positions inférieures, notamment à l'égard des femmes, ou de tout ce qui va être de l'ordre de la féminité, notamment. Et on voit qu'on a ce spectre de préjugés que je viens de citer, qui persiste, qui est vraiment un nœud, en fait. Pour aller très vite. Il confond stéréotype et exogroupe. C'est ça qui est rigolo. Ouais, je pense, c'est dit à chaque fois, il y a un nouveau stéréotype. Non, en fait, des personnes vont stéréotyper un nouveau groupe. En fait, il faut séparer les deux. Un stéréotype, c'est quelque chose que tu projettes, que tu mets en modèle, alors que bon, ça n'existe pas en fait, les stéréotypes. Les personnes existent,
peuvent se mettre en groupe, mais le stéréotype, c'est ce que tu appliques sur les... Ouais, peut-être Ah bah voilà, c'est Maïa. Admire. Ça fait plaisir. Toujours Il y avait quelqu'un qui qui se demandait aussi... Il est perdu sur la... Que pensez-vous de la montée fulgurante de Zemmour et de ses idées dans l'opinion? Oui, mais bon, En fait, c'est normal que le score, c'était tout à fait prédictible que les hauts scores de la population allaient monter. Avec la crise sanitaire, le confinement, tous les billes étaient là et j'ai vu les chercheurs justement se poser directement faire des études là-dessus dès le premier confinement. Parce qu'on connaît bien dans la recherche que des circonstances comme ça, très distales, très puissantes, ça fait tout le monde a peur, quoi, en fait. Mais tout le monde a peur, tout le monde se sent oppressé, tout le monde se sent en impuissance acquise, parce que l'expérience d'impuissance acquise, elle a été énorme au premier confinement, parce que on pouvait rien faire. Sauf que ces émotions sont insupportables. Ces émotions sont insupportables. Les RWA, surtout les RWA, ne peuvent pas, vont essayer de les supprimer. Je supprime la peur, je supprime mon impuissance. Non, je suis fort, je ne dois pas éprouver ça. Donc, hop, en plus avec le temps qui passe, ils oublient que c'était pénible le confinement et qu'ils ont été complètement oppressés par cette situation. Et donc, ils retrouvent leur puissance comme ça en s'attaquant aux gens. Dire, oh là là, il met son masque sous son nez, oh là là, il achète des tonnes de PQ, on juge, comme ça on ressent pas la peur. On juge, on critique, donc... Pas besoin d'être autoritaire pour faire ça, d'ailleurs. Non. D'ailleurs, c'est parce qu'en fait, on ne supporte pas notre propre émotion de peur ou de menace, alors qu'ils vont se poser et se dire... Putain, c'est la grosse merde. Ah, ça a été quand même la grosse merde, là. Ça a été horrible. C'est lamentable ce qui s'est passé. Je me suis sentie super... Il faut le vivre, en fait, le truc. Pour pas l'oublier. Faut surtout pas... Je vois beaucoup de gens qui ont oublié ce qu'on a subi et qui était vraiment horrible. Parce que sinon, si on l'oublie, on est déterminé par ça. Parce que, hop, ça passe dans nos processus inconscients. Et ça nous guide, hein. ça nous tire comme une marionnette. Et là-dessus, il suffit juste qu'il y ait des leaders politiques, intellectuels, qui saisissent l'occasion, ils font un discours autoritaire, ça va marcher du tonnerre. Ça sera plus entendable. Il y a toutes ces personnes-là qui, inconsciemment, ont leur peur qu'à monter d'un cran, leur frustration, leur impuissance, qui est d'un cran, mais qui ne peuvent pas s'avouer. Ils ne peuvent pas s'avouer ça. Et donc, c'était évident. C'était évident. Et ça risque de monter encore jusqu'aux élections. Il peut y avoir des événements au niveau distal. Hein, je ne dis pas à niveau proximal. Quand je dis proximal, c'est vraiment dans la famille ou des trucs comme ça. Mais normalement, tous les billes sont... tous les éléments sont là pour que ça monte encore. Donc, soit peut y avoir un événement qui va casser cette dynamique, soit peut y avoir des événements qui vont l'augmenter encore plus. Ça va dépendre aussi de la situation. Oui, il ne faut pas être fataliste non plus. Hein. Ça peut dépendre de plein de choses, quoi. On va avoir la semaine prochaine une vidéo là-dessus sur l'autoritarisme et les crises, justement. Oui. Pour voir le rapport entre... Parce que ça, on n'avait pas beaucoup parlé au niveau de l'échelle F. C'est-à-dire que là aussi, c'est important. C'est pas parce qu'on va avoir un focus sur les attitudes et les comportements des individus et des groupes qu'il y aurait une sorte de... on en avait parlé en psychologie politique. On porte focus là-dessus et on oublie l'environnement. Au contraire, bien au contraire, en psychologie sociale et politique, et en plus dans psychologie sociale il y a le social, eh bien on va voir justement comment les individus aussi réagissent, interagissent, la manière dont leur attitude et leur comportement va changer en fonction non seulement de leurs relations, mais aussi de leur environnement social qui va changer aussi. Et vous le savez très bien qu'on n'a pas les mêmes comportements, qu'on n'a pas les mêmes attitudes dans un environnement où on se sent bien, avec des amis, des personnes qu'on connaît, ou un environnement au contraire extrêmement stressant. Ou parfois même on peut s'étonner à avoir des attitudes, des comportements qui ne nous ressemblent pas.
parce que bien sûr que ça joue là-dessus. Parce que nos motivations changent, parce que la manière dont on va répondre à ces éléments stressants va changer aussi, avec différents facteurs. C'est pas pareil pour les groupes, les individus, mais le fait est que quand l'environnement change, forcément on est impacté. Et quand je dis qu'on est impacté, ça signifie pas qu'on va aller dans une direction précise, mais forcément lorsqu'on a déjà des inclinations et des affinités idéologiques à droite, et qu'on a un contexte de crise, eh bien des discours encore plus à droite qu'on aurait peut-être dit « Oula, non, je vais pas sur ce terrain-là avant la crise », peuvent tout d'un coup être plus entendables. Et donc, dans des crises environnementales, quand je dis environnementales, c'est au sens des environnements sociaux, hein, entendons-nous bien, quand on a ce genre de crise, on pourra avoir effectivement, surtout si on a les personnes qui ont la parole, les politiciens, les médias, etc., qui vont aller dans cette direction, on pourrait être davantage réceptive à ces discours-là, plus qu'avant, et en même temps, on pourra considérer encore plus que des attitudes, des représentations, des valeurs dites progressistes, on va les considérer parfois, si on a envie de retrouver une sorte de stabilité dans son train-train quotidien, etc., eh bien on pourra avoir tendance à rejeter davantage tout ce qui sera considéré comme associé à des changements sociaux, propres au progressisme par exemple. Ou alors on sera favorable à des changements sociaux, mais non pas par progressisme, mais plutôt pour retourner à quelque chose en arrière. Oui, alors je suis là qui dit on a quand même vécu, on vit encore une période d'autoritarisme que notre génération n'avait jamais vécue. Ça joue sûrement fortement sur notre acceptabilité à l'autorité. Et oui, tout à fait, ouais. Personne n'a vécu ça en fait. Ça a été complètement inédit. Hein. Notre génération, la génération de nos parents, personne. Hein, même j'ai vu des personnes qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale. C'était inédit aussi pour elles. Hein. C'est un truc complètement inédit. On ne savait pas quoi faire. Il n'y avait pas de modèle pour ça. Personne n'avait vécu ça. Oui, parce que... Alors peut-être des personnes qui ont connu des quarantaines sur des maladies, ça, il y a eu des études là-dessus, mais c'était encore différent parce que là on a eu un truc quand même mondial, quoi. Donc ça fait une menace mondiale, c'est énorme, quoi. Et surtout que la crise du Covid, elle est particulière. Pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose qui est menaçant en termes de santé, etc. Et des conséquences même à long terme sur l'économie, etc. Le feu est là, tiens. Ah, merci. Et la particularité du Covid, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que l'une des choses que nous devions faire pour nous protéger nous-mêmes, pour protéger nos proches, c'était la distanciation sociale et le confinement. Or, quand on a comme ça des crises, des environnements stressants, on va pouvoir trouver de la ressource à travers ses proches, à travers le fait de diversifier ses expériences, de sortir, etc. Mais là, pour le coup, cette crise avait la particularité de non seulement ne pas nous permettre de le faire, mais en plus nous demandant d'intégrer le fait que non, ça, il faut surtout pas faire. Donc vous voyez que c'était très compliqué et que, effectivement, en fonction de la population, puisqu'on n'a pas tous et toutes été à égalité face à la crise du Covid, entre les personnes qui avaient peut-être plus de possibilités déjà dans leur lieu de résidence, entre vivre la crise dans un appartement étudiant et dans une grande maison, avec la possibilité peut-être en campagne, peut-être d'avoir plus de sorties, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a plein de paramètres qui sont très 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 différents et qui ont permis aussi de mettre en avant des inégalités sociales, pour le coup, de remettre en avant, en tout cas de les rendre peut-être plus visibles, même si parfois on a pu les oublier depuis, parce que ce serait bien justement qu'on ne les oublie pas justement à ces moments-là. Je vais peut-être revenir sur Admayer, mais peut-être prendre d'autres questions. Je continue le temps que tu trouves la question. Alors, Admayer, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à l'échelle F ? Donc là, vous avez les 9, on va appeler ça des caractéristiques, catégories, enfin bref, qui permettent un petit peu de mieux saisir, en tout cas dans les premiers travaux, ce que les chercheurs appelaient à l'époque la personnalité autoritaire potentiellement fasciste. Admayer, lui, il va donc interroger tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une sorte de ménage scientifique, c'est-à-dire qu'il va déjà faire table rase de tout le versant psychanalytique,
pour des raisons scientifiques. Donc, tous les théories psychanalytiques, etc., donc ça, il les retire des modèles qui sont proposés, pour une raison très simple, c'est que les interprétations psychanalytiques ne permettent pas de les tester, de les mettre à l'épreuve. Donc c'est problématique, puisque du coup, ça fait une sorte de chèque en blanc d'interprétation qu'on pourra très difficilement... Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ça ne veut pas dire... Mais c'est juste que dans une démarche scientifique, on ne peut pas faire ça, en fait. Surtout quand on veut mettre des instruments de mesure, etc., c'est pas possible. Donc, il va mettre ça de côté. Il va interroger ces différentes facettes de l'autoritarisme, et des 9 facettes de l'autoritarisme, il va en retenir 3. Il va les retenir notamment parce qu'il a des méta-analyses, parce qu'il a plein de chercheurs, plein de critiques, etc. Et il y a trois caractéristiques autoritaires qu'il va retenir parce qu'elles sont pertinentes et parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se croise ici. Ça va être l'agressivité autoritaire. Donc l'agressivité, c'est-à-dire une forte agressivité qui s'appuie sur l'autorité, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, un sentiment de menace à l'égard des groupes considérés comme menaçant l'autorité ou les valeurs traditionnelles, la sûreté, la sécurité, etc. Donc c'est là qu'il va y avoir le nœud des préjugés. La soumission à l'autorité, ce qui est assez normal, puisque comme je vous le disais, là on va étudier les partisans autoritaires. Donc c'est un haut degré de soumission à l'autorité établie et légitime de la société, ou qu'on considère légitime. C'est pas forcément le président, par exemple. Ça peut tout à fait être un autre leader politique, ou un intellectuel. Ou un intellectuel, qu'on va au contraire... Pseudo-intellectuel. Ou pseudo-intellectuel, oui. Voilà. J'ai l'impression que des exemples... voilà, bref. Et enfin, troisième caractéristique, un haut niveau de conventionnalisme. Et qu'est-ce qu'on entend par conventionnalisme? C'est croire que tout le monde devrait suivre les normes et les coutumes décrétées par ses autorités, décrétées par l'époque, etc. Alors ça va être par exemple, pour rester sur quelque chose de français, décréter que les valeurs chrétiennes, quand bien même on n'est pas soi-même chrétien, sont centrales, parce que ça fait partie de l'histoire de la France et qu'il faudrait à tout prix les mettre en avant, même de manière laïque, ce qui est déjà un peu contradictoire, mais bon, c'est pas grave. Ça va être des représentations, des coutumes, des normes, par exemple ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, quelles sont leurs places, etc., et qui coïncident à ce qu'on peut appeler les normes traditionnelles, c'est-à-dire les représentations homme-femme, séparation homme-femme, telles qu'elles sont définies de manière très stéréotypée, pour le coup, au sens péjoratif du terme. Voilà, donc ça c'est le conventionnalisme. Donc ce sont ces 3 caractéristiques qui sont retenues par Altmayer et qui vont lui servir notamment... Alors, juste avant, il y a quelqu'un qui demande la soumission n'est-elle pas liée à la superstition? Non. Non. Non, c'est pas la soumission, c'est vraiment l'autorité. Il y a plein d'explications, mais je vois pas, il n'y a pas du tout de lien Après, à la superstition. Il y a des discours, on va dire qu'il y a des discours de rationalisation venant justifier le pourquoi de l'autorité, qui peuvent passer par, on va dire, des discours qui vont dire au nom de la sécurité, au nom de l'ordre, etc. Là, on sera dans l'argumentation. Il peut y avoir aussi, ça peut être, pourquoi pas aussi des justifications religieuses. Et quand je dis religieux, je parle de fondamentalisme. Je ne dis pas que les religions sont autoritaires. Là, je parle de l'aspect fondamentaliste, c'est-à-dire dogmatique. Quelles que soient les religions, c'est important. Quelles que soient les religions, et pas que les religions d'ailleurs, on peut être dogmatique pour autre chose, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais ces discours-là vont être davantage des discours pour justifier ces motifs qu'il y a derrière. Et non pas... c'est toujours pareil, c'est pas j'ai des idées, j'ai des arguments, et parce que j'ai tel argument qui me semble viable, je vais donc adhérer à telle ou telle position politique. En fait, non. C'est j'ai d'abord des motivations, j'ai d'abord certaines affinités en termes de représentation et de valeur, et c'est en quelque sorte a posteriori que je vais les justifier avec des arguments, etc. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut les prendre. Une question.
Est-ce que c'est par conventionnalisme que les fascistes utilisent en particulier le mot dégénéré pour parler de celles et ceux qui sortent du conventionnel? Alors là, on a vraiment, avec l'exemple dégénéré, on a vraiment un exemple de déshumanisation. Mm. Donc, je pense que le stade de la déshumanisation, on arrive dans des dynamiques autoritaires d'un autre niveau. À partir du moment où il y a une déshumanisation, après, bon, c'est assez commun chez l'RWA et SDO, mais on est à un stade quand même beaucoup plus malsain, quoi, Alors, qui est malsain. voilà, on parle de déshumanisation, mais on parle aussi d'infra-humanisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la déshumanisation qui consiste à rejeter des personnes ou des groupes de personnes de l'humanité, pour différentes raisons, et qui permettent justement l'agressivité par rapport à ces personnes-là. Parce qu'à partir du moment où vous considérez que la personne est, je ne sais pas, un objet, bah déjà ça coupe aussi l'empathie, donc il y a des conséquences de ce côté-là. Mais il y a aussi l'infra-humanisation. C'est quoi l'infra-humanisation? Ça signifie pas qu'on considère que l'autre n'est pas humain, ça signifie qu'on considère que l'autre est moins humain que nous, par exemple en considérant que cette personne-là aurait, comment on peut dire ça, aurait une finesse d'esprit moindre que la nôtre, aurait des capacités qu'on pourrait mettre de l'ordre de l'humanité, qu'on considère inférieures, ou qu'on considère en termes de pathologie, ou qu'on considère, etc., etc. Et c'est là aussi que dégénérer peut intervenir, puisque dégénérer, c'est aussi derrière cette idée-là, c'est pas forcément non humain, mais moins humain que les autres humains. Il y a un côté instrumental à ça. Alors, ce qui est très intéressant, ça, c'est dans les études plutôt historiques de Jacques Sémélin. Il explique super bien. Hein, si vous êtes intéressé et que vous avez les nerfs solides, parce qu'il parle de génocide quand même, il étudie ça, donc c'est un peu hardcore à lire. Mais il explique super bien comment la déshumanisation est instrumentale, en fait. Ça sert à agresser plus facilement l'autre. Si on l'infériorise, comme ça, on pourra plus facilement passer à l'acte d'agression ou plus facilement commettre des horreurs dessus. Donc il y a vraiment, c'est un peu comme s'il se donnait du courage de pouvoir agresser, faire du mal à l'autre aussi. Et dans les stades de génocide, on a des personnes qui sont pas forcément RWA de base, mais qui vont apprendre à déshumaniser l'autre pour pouvoir continuer à obéir aux ordres de les torturer, de les tuer, de les massacrer, tout ça. Donc il y a un côté instrumental dans la déshumanisation qui est qui est très glauque en fait. Je vois que l'IT dit ça ressemble à un rapport avec les animaux en fait. Eh bien, ça peut être l'une des justifications qu'on peut avoir dans les discours déshumanisants ou infra-humanisants, c'est-à-dire soit se référer à des choses pathologiques comme j'ai cité, comme ça a été cité sur le chat, c'est-à-dire dégénérer par exemple, soit à invoquer les animaux, et évidemment lorsqu'on va invoquer les animaux, c'est considéré, puisque ce ne sont pas des êtres humains, on peut avoir un même traitement non respectueux qu'on pourrait avoir avec les animaux, etc. Ça peut être aussi une objectivation. Les processus de déshumanisation et d'infrahumanisation peuvent passer par l'objectivation. Par exemple, le rapport qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on retrouve aussi, notamment chez les SDO, le rapport, la vision d'un homme sur les femmes, donc objectivation de la femme, on lui retire en quelque sorte le fait que c'est une personne qui pense, qui a des émotions, etc., et que finalement c'est juste un objet de moquerie, un objet qu'on considère comme devant apparaître tel que nous on le pense, etc., ou pourra servir, enfin bref, vous imaginez tout ça. On peut retrouver aussi des mêmes processus, là on quitte l'autoritarisme, quoique on peut retrouver des processus similaires dans le monde du travail, lorsqu'on va justement voir davantage de la part des employés leurs fonctions et non plus les personnes qu'elles sont,
et que du coup on va oublier qu'on est face à des individus qui pensent, qui ont des émotions, etc. C'est très large en fait, les processus d'humanisation et d'infra-humanisation, à tel point que les recherches aujourd'hui montrent que en fait c'est beaucoup plus récurrent qu'on pourrait l'imaginer. Les degrés où on retrouve des génocides sont des degrés de déshumanisation très forts, mais dans le quotidien, on peut avoir des processus de déshumanisation et d'infra-humanisation. Justement, à propos de quotidien, il y a Dominique qui parle de la violence. Et elle dit ce que vous dites sur la déshumanisation qui sert à se donner du courage, à faire du mal à l'autre, ça me fait penser aux adultes qui considèrent les enfants comme des sous-adultes et qui sont parfois justement une justification à la violence éducative. Oui, c'est tout à fait ça. Et surtout qu'il y a toujours une dimension soumission aussi chez ces personnes qui vont déshumaniser. Ils vont déshumaniser, considérer inférieur aussi par soumission à une autorité. Et là, sur des parents ou des adultes qui vont faire ça, comme ça va leur permettre d'exercer du mal. Parce que exercer du mal sur autrui, ça nous fait mal. On a des processus empathiques et quelles que soient nos idées, on voit la violence sur l'autre, on voit en plus sur un enfant, tout petit enfant comme celui tout petit, comme ça, c'est vraiment d'une injustice pas possible. Et donc, il faut à la fois la personne qui va être comme ça dans la déshumanisation, elle doit se soumettre une autorité, soit interne, on dit on frappe les enfants par exemple, qui dit tu dois faire ça. En même temps, ça lui fait mal. Donc, du coup, la déshumanisation et le fait d'avoir un discours, un narratif sur le fait que c'est de toute façon inférieur ou même ils ne sentent pas beaucoup les choses, des choses comme ça, ou ils vont oublier ça, leur permet d'être soumis à cette loi, d'être violent avec les enfants, par exemple. Mais ce qui est intéressant avec ça, justement, il faut le rappeler, c'est que ça montre aussi, quand on a tous ces processus de rationalisation qui apparaissent, ça montre aussi, c'est ce que tu disais, que on a de base, entre guillemets, une aversion à la souffrance d'autrui. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que... C'est vraiment très rare les gens qui ressentent vraiment rien dans une situation de violence, de voir quelqu'un souffrir, de lui faire du mal et qui voit souffrir. On ressent quelque chose automatiquement. Normalement, on est tous plus ou moins foutus comme ça. C'est ça. Et c'est intéressant, on parlait de Milgram en début du live tout à l'heure. Il y a des travaux, notamment de Lepage, 2017, sur le paradigme de Milgram. L'une des choses que Milgram pensait, et qui est réinterprétée aujourd'hui parce que non, en fait, pas vraiment, Milgram, en fait, considérait que la soumission à l'autorité et le fait notamment d'obéir à des ordres destructeurs, c'est-à-dire d'aller faire du mal à autrui, le torturer, l'harceler moralement, puisque ne faut pas oublier aussi qu'on peut parfois, en entreprise, on peut tout à fait obéir à des ordres de son supérieur pour harceler un employé. Par exemple, regarde un tel, il travaille pas bien, etc. Bon, on va vraiment le secouer à fond. Soit il va se remettre à travailler, ou alors il va pas tenir le stress et il va démissionner, et ce sera tant mieux. Ça, ce sont aussi des ordres destructeurs qu'on peut retrouver en entreprise et qui correspondent aussi à toutes ces réflexions qu'il y a sur pourquoi on obéit, etc. Enfin bref, eh bien, dans les travaux récents, je parle, par rapport au paradigme de Milgram, contrairement à ce que Milgram pensait, les personnes qui obéissent ne sont pas des personnes qui vont être dans un état que Milgram appelait un état agentique, c'est-à-dire, hop, on coupe tout et on obéit aveuglément. En fait, on se rend compte, à travers les expériences les plus récentes, qu'il y a au contraire une forte rationalisation de la personne qui fait souffrir. Ça, c'est hallucinant à voir. On voit, là, ils ont fait un IRMF. Donc, on voit ce qui se passe vraiment dans le cerveau. Donc, on voit qu'ils font des efforts comme ça, des efforts pour obéir, quoi. Ça demande de supprimer plein de choses en soi. Donc, et ils voient dans le cerveau qu'ils coupent l'empathie. Parce qu'il faut la couper, parce qu'ils l'ont de base. Et donc, du coup, ils rationalisent comme ça pour obéir. Et donc, on coupe les circuits de l'empathie. Et ils vont chercher éventuellement des justifications. Ça va être quoi? Voilà, après, ils vont justifier. Ça peut être... Alors, il y a plein de rationalisations possibles. Ça peut être le fait d'imputer ce qui se passe à la victime. C'est-à-dire, oui, non, j'aime pas faire ça, mais la personne aurait pu donner la bonne réponse, aurait pu se comporter mieux, etc. Donc, on déplace la responsabilité sur l'autre, comme si, au fond, la personne avait un peu mérité. D'ailleurs, là, ce que je suis en train de citer, ce sont notamment les travaux de Lerner sur la théorie de la croyance en un monde juste. Et c'est tout un pan en psychologie sociale qui permet de voir, notamment, mais pas que, pourquoi et comment on va aller
chercher des responsabilités aux victimes. On voit ça notamment dans les violences faites aux femmes, dans les agressions, dans les viols, où on va avoir des personnes qui vont avoir tout un discours qui consistera à aller chercher la faute chez la victime, tout simplement parce que derrière cette idée de croyance en un monde juste, il y a aussi cette idée que on veut garder à l'esprit que des événements horribles qui peuvent arriver aux personnes ne nous arriveront pas sous prétexte qu'on aurait un meilleur comportement que ces personnes-là. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le RWA. Les RWA ont généralement ce sentiment d'être plus justes que les autres et ont, par rapport à la théorie de la croyance en un monde juste, ils ont une plus forte croyance de la théorie en un monde juste. Et c'est là justement qu'on voit intervenir des rationalisations et des justifications en termes de mérite, même pour des personnes qui ont été victimes, qui ont été violentées, etc. Il y a ces rationalisations-là. Dans l'expérience de Milgram, il y a aussi d'autres rationalisations du style « Oui, je vois que je fais mal à la personne, mais la personne après, elle va me remercier parce que je fais ça pour faire avancer la science, ou parce que je m'identifie davantage à l'expérimentateur en qui j'ai confiance, ou parce que je vais imaginer que finalement je ne lui fais pas si mal que ça, ou que de toute façon je suis dans un laboratoire scientifique, donc il peut rien arriver à la personne, etc. Donc, ouais, oui, il blâme la victime aussi. Blâme la victime, ouais. Oui, elle faisait pas d'efforts. Non, elle fait semblant d'avoir mal. Des choses comme ça. Voilà. Et j'avais un truc à rajouter, j'ai oublié. Oui, un petit truc sur cette expérience qui a été fait par Lepage, où il montrait que justement les autoritaires, hein, parce que là c'était vraiment les autoritaires, ils avaient le mesuré, le RWA aussi. Et donc du coup, qui coupait l'empathie, qui faisait des efforts pour couper toute l'empathie pour pouvoir obéir, il y a un moyen de stopper le processus. En fait, il a fait passer des tâches cognitives très fatigantes. Alors, ça doit être des opérations très compliquées, des choses comme ça. Donc, ils étaient vraiment fatigués avant. Et là, ils n'en voient plus autant de chocs et ils sont moins destructifs. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où il y a une autorité qui donne des ordres destructeurs et qui a plein d'obéissants, fatigués cognitivement, ceux qui vont avoir tendance à obéir à des ordres destructeurs. C'est l'astuce. Ça peut être contre-intuitif. Garder des énigmes ou des opérations en tête, peut-être ça peut aider. Hein. Faisons faire du calcul mental aux autoritaires. Hein. Ah ouais, et des tâches vraiment, ouais, un peu vraiment tordues, quoi, des trucs vraiment fatigants et compliqués, quoi. Comme ça, l'empathie, ils ne pourront pas la supprimer, elles seront là, et puis voilà. Ils pourront rester eux-mêmes, quoi. Alors, je vois qu'il est 40 déjà, 11h40. Ouais. Je vais peut-être juste... on va revenir la semaine prochaine, hein, puisque l'idée des matinales, c'est qu'on fasse une matinale, sauf exception s'il y a un souci, plutôt le matin, puisque c'est plus facile pour nous, et pourquoi pas le mercredi matin. Et donc, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus, de voir plus en détail, mais juste rapidement, pour pas vous laisser sans exemple de notamment les fameux items que Admayer a pu mettre en place par rapport à l'échelle F, par rapport à toutes les méta-analyses qu'il a pu avoir et à cette nouvelle échelle qu'il a pu construire. Vous montrez un peu à quoi elle ressemble. C'est les mêmes. Le il se fait comme ça. Non, c'est bon. D'accord. Jeu de la mort, c'est le protocole, c'est le paradigme de Milgram aussi. Oui. C'est pareil. Je vais peut-être enlever, hop, juste ceci. Il est où? Il est là. Voilà. On est où? C'est on fera des matinales de 14h. Si on peut, hein, c'est chaud. Alors, je vous donne pour exemple, donc ce que vous voyez apparaître ici, c'est l'échelle RWA traduite. Alors, c'est une tradition, lapsus. C'est une traduction que j'ai effectuée rapidement. Donc, s'il y a des problèmes de formulation, c'est de ma faute. Ça m'est imputable. Et non pas parce que c'est mal écrit. Donc voilà, puisque ça vient de l'anglais. Il y a évidemment les échelles qui sont traduites en français, mais là, je me suis référé sur l'échelle d'Admayer telle qu'on la retrouve notamment dans son ouvrage de 2006. On va pas toutes les lire et peut-être qu'on y reviendra la prochaine fois, mais pour vous donner quelques exemples, pour les premières, les autorités établies se révèlent généralement
avoir raison sur les choses, tandis que les radicaux et les manifestants ne sont généralement que des grandes gueules montrant leur ignorance. Donc là, c'est une échelle où vous avez différentes possibilités. Vous pouvez mettre fortement en désaccord, très fortement en désaccord, fortement en désaccord, modérément en désaccord, légèrement en désaccord, neutre, au milieu si vous préférez, légèrement d'accord, modérément d'accord, tout à fait d'accord, très fortement d'accord. Voilà, donc ça, ce sont les, c'est comme ça qu'on répond à ces échelles. C'est pas oui ou non, hein. Les femmes devraient avoir à promettre d'obéir à leur mari lorsqu'elles se marient. Notre pays a désespérément besoin d'un dirigeant puissant qui fera ce qui doit être fait pour détruire les nouvelles voies radicales et le péché qui nous ruine. Ici, vous avez les items que je viens de citer, un troisième notamment. J'expliquerai pourquoi les deux premières comptent pas plus tard. Notre pays a désespérément besoin d'un dirigeant puissant qui fera ce qui doit être fait pour détruire les nouvelles voies radicales et le péché qui nous ruine. Là, ce sont des items, un exemple d'items qui vont être associés à l'autoritarisme de droite en fonction de ce que vous allez répondre si vous êtes fortement en accord. Mais attention, et c'est là aussi la particularité de ce type d'échelle, regardez ce qu'il y a en dessous, les gays et les lesbiennes sont tout aussi sains et moraux que n'importe qui d'autre. Je vous avais expliqué le fait que lorsqu'il y a des constructions d'échelles, contrairement à l'échelle F, on a ce qu'on appelle des échelles mixtes. C'est-à-dire que si vous répondez être fortement en accord à un item, et que vous répondez être fortement accord à un autre item, ça ne veut pas dire que ça sera le même résultat. Parce qu'en fait, ce sont des items inversés. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est qu'on a un mélange pour éviter aux personnes à chaque fois Les RWA ne seraient pas d'accord avec ça. Les RWA ne seraient pas d'accord avec ça. Pas du tout. Voilà. Les ORWA en tout cas. Autre exemple, il est toujours préférable de faire confiance au jugement des autorités compétentes en matière de gouvernement et de religion que d'écouter les bruyants agitateurs de notre société qui tentent de créer le doute dans l'esprit des gens. Là, pareil, c'est toujours la notion d'autorité qui est derrière. Admayer, d'ailleurs, explique dans le protocole que lorsque vous avez comme ça un item où vous vous dites « bah oui, je ne vais pas être en accord avec le fait qu'il faut toujours écouter les autorités », mais que parfois on peut imaginer que certaines autorités scientifiques, par rapport à d'autres choses qu'on pourrait entendre, etc., eh bien Admayer dit, dans ces cas-là, ce que vous faites, vous dites pas très fortement d'accord, ni fortement en désaccord, vous trouvez ce qui va être de l'ordre de votre compromis à vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec cet item-là, mais que vous considérez que dans certains cas, il faut tout de même davantage se fier aux autorités, vous allez mettre, plutôt que de mettre -4, qui correspond à pas du tout d'accord avec ça, vous allez peut-être mettre -1. Ou alors vous allez vous dire, ça dépend des cas. Dans ce cas-là, vous allez mettre 0, c'est-à-dire neutre. Ce genre de choses. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé d'être d'un extrême à un autre. Et de toute façon, quand on fait le calcul avec ce type d'échelle, les scores à la fin sont compris entre 20 et 180. Mais en général, on n'a personne qui arrive à 20 et on a personne qui arrive à 180. On aura plutôt pour les très 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 bas scores des gens qui vont peut-être être dans la vingtaine, voire trentaine. Pourquoi pas? Dans les très hauts scores, on va avoir des gens qui vont être à 150, 160, mais ça va pas être, ça va pas être aussi radical. Et on aura une proportion de personnes qui seront entre les deux. D'ailleurs, cette échelle-là, juste pour vous donner un petit peu l'ampleur, un exemple de cette échelle qui a été passée notamment par McWilliams et Kiel, donc ça c'est 2005, il y en a plein d'autres, hein, dans une large population américaine. Aux États-Unis en 2005, la moyenne, j'ai bien dit la moyenne, hein, aux États-Unis, c'était 90,3 à cette échelle-là. Donc on est dans un entre-deux, si vous préférez. Bien sûr, une moyenne en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend aussi de la distribution, etc. En tout cas, voilà, le milieu se situe entre 90 et 100 pour aller très très vite. Le point médian, c'est 100 d'ailleurs. Voilà. Donc, pour revenir à cette échelle, ensuite peut-être une dernière, on va s'arrêter là après. Je sais pas, vous avez sur différentes questions qui sont de l'ordre du rapport entre tradition avec les athées, les religieux, etc. Vous avez le rapport à la crise. La seule façon pour notre pays de traverser la crise à venir et de revenir à nos valeurs traditionnelles, de mettre au pouvoir des dirigeants durs et de faire taire les fauteurs de troubles qui répandent de mauvaises idées, ça par exemple c'est quelque chose que malheureusement on peut entendre lorsqu'on a des discours
qui vont, de manière très homogène, mettre tout ce qui va être de l'ordre du progressisme de gauche dans le même sac, et considérer que ce sont des fauteurs de troubles, que c'est une idéologie qui va acter en quelque sorte du désordre ou la fin de notre civilisation, etc. Enfin, vous imaginez bien tous les discours qu'il y a derrière. Je ne fais pas le grand remplacement, etc. Enfin bref, ça c'est vraiment des choses qui sont propres vraiment à des discours qu'on pourrait retrouver du côté des autoritaires de droite. Voilà, mais on va y revenir la semaine prochaine pour revoir cette échelle, on va dire un peu plus précisément, puisque l'idée c'est de faire plusieurs matinales. Et on va pas tarder d'ailleurs à se quitter, alors peut-être que des questions Oui. très rapides avant de partir, parce qu'on va être obligé de couper malheureusement. Je me remets en plein écran. Alors, Faudrait faire passer ces tests à tout le service RH. Alors, des fois, ce qui est un peu gênant avec le RWA et le SDO tout seul, c'est que certains voient directement, se sentent des personnes autoritaires, vont se sentir un peu, hein, non, je vais pas répondre à ça en fait. Ils vont avoir une résistance. J'ai pu voir ça sur des questionnaires qui étaient mélangés aussi comme ça. Mais il y a d'autres moyens. Je suis en train de jouer avec des tests comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres tests qui justement sont employés par des RH ou dans des milieux professionnels où on peut déduire en fait. On peut déduire de certaines réponses à un SDO, à un W. Peut-être que j'en parle un de ces jours, mais pour l'instant, il faut que je joue avec le truc. est-ce que vous avez prévu des dates, jours de matinale régulière? Alors, oui, autant que possible, puisqu'on peut pas tout le temps, mais autant que possible, on va essayer de faire ça le mercredi matin, à cette Alors, heure-ci. est-ce que je vais publier de nouveaux morceaux sur SoundCloud? Hier, je suis partie dans un délire où j'ai fait lire avec une voix québécoise mes textes, puis j'ai remixé ça avec la musique. Peut-être que je vais publier ce genre de trucs très chelous sur SoundCloud. Je sais pas du tout. Voilà, je fais un peu n'importe quoi à niveau son. Pour les rediffusions de nos lives, puisque forcément ça disparaît de notre chaîne, Oui, c'est sur Taverne. c'est sur Tavernaxo, c'est notre chaîne secondaire. Je vous mets le lien dans le chat. Et donc à partir de là, vous avez accès. Et sur Twitter aussi, je vous mettrai une petite mise à jour aussi là pour le site, parce que là il est down, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est toujours down? Je sais pas. Attends. Je vais Clique sur un tester. truc. Ouais. Oui, bon, c'est pas grave. Bon, On je a un fais petit problème mise à avec notre jour avec le hébergeur. compte Hacking Social ou compte V6 pour vous dire quand c'est de nouveau en ligne.